continuons sur cette belle lancée. Alors, on revient sur l'aspect juridico-politique et ô combien d'ailleurs, en fait, sur une table ronde sur les enjeux donc, liés aux infrastructures urbaines. J'invite donc Madame Florence Bouvier, présidente du tribunal judiciaire de Bayonne, de bien vouloir nous rejoindre, avec donc Didier Gonzalez, maire de Villeneuve-le-Roi. Il est arrivé. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais peut-être que oui. Ah, il est là. Super. Madame Sylvie Justom, que vous avez vue ce matin, qui est adjointe au maire de Bordeaux. Donc, nous avons deux villes là pour pouvoir être impliqués dans cette discussion. Et puis, notre excellent maître Bernard Lamorlette, qui ne nous a pas quittés encore, voilà, et qui va être avec nous en qualité d'avocat au bureau de Paris, donc au barreau de Paris, spécialiste du droit de l'urbanisme et de l'aménagement. Voilà, et tout aussi également co-auteur du Code de l'urbanisme. Voilà. Nous nous retrouvons comme nous sommes vus ce matin, mais sur un autre débat, quelque chose de plus impliqué, en tout cas sur la projection de l'urbanisme aujourd'hui dédié et lié à l'environnement sonore urbain. Je pense qu'il faut peut-être, comme nous n'avions pas ce matin le plaisir d'avoir M. Gonzalez, c'est à M. Gonzalez de démarrer en fait ce débat. Je vous laisse vous exprimer sur ce que vous avez déjà à dire sur ce thème auquel vous avez beaucoup réfléchi, car on vous entend souvent, très souvent, vous exprimer sur cette notion qui est celle de l'environnement sonore, car votre ville est particulièrement touchée quand même. Oui, c'est vrai, parce qu'en définitive, ma ville est un peu un laboratoire, puisque j'ai à la fois le bruit routier, le bruit aérien, bien sûr, et puis le bruit ferré. Voilà. Et donc, en fin de compte, on voit qu'à bien des égards, le bruit sculpte la ville. Et puisqu'il faut savoir que le bruit, notamment le bruit des infrastructures, ce bruit va générer non seulement des nuisances pour les riverains, mais aussi des contraintes d'urbanisme. Et à travers ces deux éléments conjugués, eh bien, ça vous dessine votre ville et ça vous donne un certain nombre de caractéristiques qu'on ne peut pas ignorer quand on regarde la réalité, avec tous les effets qu'on peut avoir. Voilà, mais je peux faire 3 heures si vous voulez. Je sais, mais est-ce que vous en voulez beaucoup aux urbanistes aussi d'avoir négligé cette part du sonore, ne pas avoir pensé que le son pouvait être aussi un créateur d'image, ce que nous disons tous les jours dans le cadre de la semaine du son, autrement dit, savoir entendre pour mieux voir, pour mieux vivre tout simplement. Donc est-ce que ce n'est pas quelque chose, un leitmotiv et quelque chose sur lequel vous... Oui, je ne suis pas sûr qu'il faille incriminer les urbanistes en la matière, mais plutôt les injonctions contradictoires et des réglementations qui viennent se percuter. Parce que si je prends l'exemple de ma ville, c'est une ville qui préexistait au développement économique de l'aéroport d'Orly, eh bien, sont venus s'ajouter au fur et à mesure un certain nombre de contraintes, et notamment une qui est extrêmement prégnante concernant le bruit aérien. Là, pour le coup, c'est sur le bruit aérien qu'on a le plus d'effets, en fait. Eh bien, sur cette problématique-là, on a vu arriver un plan d'exposition au bruit. Alors, un plan d'exposition au bruit, c'est quelque chose d'absolument formidable, qu'on s'entende bien. Lorsqu'on crée un aéroport ex nihilo, bien sûr, il faut empêcher les gens de venir sous les avions. Donc, quand vous avez des vaches, vous gardez vos vaches, tout va bien, c'est bon, il n'y a pas de problème. En revanche, lorsqu'on plaque un tel outil sur un tissu vivant, à ce moment-là, le PEB, le plan d'exposition au bruit, qui est mal dénommé, parce qu'attention, c'est un plan qui génère des contraintes d'urbanisme. Autrement dit, votre lieu est complètement figé. Or, il faut savoir que lorsque la ville est déjà là, et c'était le cas pour tout le sud de la région parisienne, eh bien, forcément, ça vient vous glacer votre territoire. Et là, on assiste à des conséquences qui sont extrêmement préjudiciables pour ce territoire. Au-delà de la simple nuisance du bruit, vient s'ajouter ce
PEB, plan d'exposition au bruit, qui sont des contraintes d'urbanisme et qui, de ce fait, vont empêcher toute mutation de la ville, toute évolution possible. Et donc, comme une ville est un tissu vivant, eh bien, nous assistons à une paupérisation mécanique. Et par ailleurs, il y a aussi les contraintes de l'évolution de la société qui font que vous avez besoin de construire toujours un petit peu pour compenser l'effet de la réduction des ménages. Vous savez, le renouvellement des ménages fait qu'on a besoin de plus d'espace avec le desserrement des ménages, c'est le terme exact. Eh bien, vous êtes obligé, si vous voulez maintenir, ne serait-ce que maintenir votre population, vous êtes obligé de construire un petit peu. Je ne parle pas d'urbaniser lourdement, mais simplement de renouveler. Si vous ne pouvez pas renouveler, eh bien, vous perdez des habitants. En 3 ans, ma ville vient de perdre 800 habitants. Voilà, pour vous donner les contraintes que nous avons. Là où vous avez un lieu qui est paupérisé du fait d'une succession qui se passe mal, une copropriété qui dévisse, etc., eh bien, vous ne pouvez pas, là où ailleurs, vous allez avoir un promoteur qui va vous offrir des possibilités ou des leviers qui vous permettent de renouveler votre tissu, eh bien là, quand vous avez une ruine, eh bien, vous la gardez. Maître Lamorlette, vous entendez tout cela, évidemment, vous connaissez ça aussi. Et d'un point de vue juridique, qu'est-ce que ça peut signifier? Est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'on a des réponses, là, du coup, à cette question qui est fondamentale, tout de même, qui est celle du droit à exister par le sonore? Alors écoutez, on faisait ce matin une comparaison entre le bruit et d'autres nuisances. Ce que vient d'évoquer le maire de Villeneuve-le-Roi me rappelle d'autres situations où l'administration, non pas avec un plan d'exposition au bruit, mais avec d'autres outils d'urbanisme et d'environnement, a, face à un risque, à une nuisance donnée, empêché, restreint ou totalement obéré une habitabilité. Les zones rouges de plans de risque naturel d'inondation, voilà, par exemple. Il y avait les zones noires, Xynthia, c'était les zones noires. On est même allé jusqu'à l'expropriation face à un risque majeur. Et donc, on a des cas où on empêche les populations déjà existantes, vivantes, le tissu vivant, comme dit monsieur le maire, de demeurer dans leurs habitats. Donc, la police de l'environnement, la police de l'urbanisme permet effectivement d'aller jusqu'à la remise en cause patrimoniale et même de vie, du cadre de vie, dans certains cas, de certains périmètres d'habitation. Alors, le plan d'exposition au bruit, oui, il est pratique parce que, contrairement à d'autres outils de plan ou de schéma, il est relativement objectif. Il tend vers une rationalité dans son expression avec différentes zones, différentes catégories de zonage. Toujours, pour ne pas être trop long, dans la présentation de ces infrastructures, le bruit et les infrastructures, il y avait un outil dont on ne me parle plus depuis des années. Quand j'avais commencé ma thèse sur les PLU, on en parlait parce que c'était les années 90, c'était les POS, mais on en a parlé un petit peu après, c'était les schémas nationaux. Il y avait un schéma national autoroutier, il y avait un schéma national des voies ferrées, il y avait un schéma national fluvial. Et ces schémas nationaux, avec une représentation graphique et à une échelle donnée, permettaient, dans une espèce de plan de programmation d'aménagement, d'identifier les fuseaux de passage des futurs axes d'infrastructure, quels qu'ils soient. Voilà. Et ces schémas avaient une opposabilité juridique aux documents inférieurs, c'est-à-dire à l'époque, ce n'était pas les SCOT, mais les schémas directeurs, et ça n'était pas les PLU, c'était les POS. Et donc, on retombe un peu ce qu'on ébauchait ce matin, ce qu'on disait ce matin, sur quels outils, pour quelle politique, pour quelle anticipation, et pour quelle rationalisation de l'espace, de manière à rendre les espaces d'activité et d'hébergement, de logement, plus harmonieux les uns avec les autres dans leur positionnement.
Pour ne pas aller dans cette direction du bruit pour les pauvres et du silence pour les riches, qui était annoncé ce matin, Madame Sylvie Justom, vous qui êtes également adjointe au maire de Bordeaux, vous avez des zones comme cela sur Bordeaux qui sont à risque aussi, qui posent vraiment problème? Oui, complètement. Et ça concerne surtout les quartiers politiques de la ville et les projets de renouvellement urbain, parce qu'ils partent déjà avec une situation assez injuste. Ils sont plus exposés aux nuisances, y compris sonores, mais pas que. Il y a aussi la pollution des sols, il y a aussi la pollution de l'air. Enfin, il y a un cumul c'est assez logique dans la mesure où, bien sûr, c'est là où on avait de l'espace qu'on a construit des logements sociaux à une époque. On les a concentrés même. Et aujourd'hui, on arrive à une phase où il faut vraiment essayer de remettre de la justice sociale et territoriale dans ce paysage. Mais c'est très difficile parce que, comme disait le maire de Villeneuve, on hérite d'un passé, on hérite de familles, de quartiers qui sont déjà là et qui souvent sont attachés aussi à leur quartier. C'est pas si simple de reconstruire autrement. Donc on arrive à un stade où il faut en fait prendre en charge les dégâts qui sont là. Et on n'a aucun moyen de prévenir, en fait. Alors que la bonne politique, c'est ce qui serait économe des deniers publics, ce serait la prévention. De même que pour le déchet, le bon déchet, c'est celui qui n'existe pas. La bonne énergie, c'est celle qui n'est pas gaspillée. L'eau, pareil. Mais là, sur le bruit, on a des zones de bruit qui sont bien là, on les a cartographiées et elles correspondent effectivement à des inégalités sociales et territoriales assez criantes. Et c'est dans notre doctrine, justement, d'approcher la question du bruit par son aspect sanitaire, et c'est aussi un moyen de faire entendre le coût social et donc les économies, les gisements d'économies qu'on pourrait avoir avec ces investissements-là, mais ces investissements sont très lourds quand il s'agit d'intervenir sur les habitations telles qu'elles sont là et telles qu'il faut protéger ses habitants. Et principalement en bruit routier, ou bien vous parlez également d'un bruit plus général, vous parlez plutôt de bruit routier en principe? Alors, c'est surtout bruit routier en ce qui concerne Bordeaux, c'est sûr. Si on prend l'échelle de la métropole, on a aussi le bruit aérien qui est une vraie question. Le bruit ferré étant beaucoup moindre, concernant beaucoup moins d'habitants. Mais sur le bruit aérien, on a évidemment la question de l'aéroport de Mérignac et de sa piste séquente, qui fait beaucoup débat, qui touche plusieurs autres communes que celle de la piste principale. Et on poursuit un idéal qui serait de ne pas faire exploser le nombre de vols parce que, au final, globalement, on a d'autant plus de pollution sonore qu'il y a de vols. Si on s'intéresse à ce qui se passe en Angleterre, ils sont arrivés à des résultats tout à fait intéressants. Donc l'aéroport de Londres, par exemple, par exemple, je sais qu'ils ont gagné sur les vols de nuit, par exemple. Est-ce que nous n'avons pas aussi encore pas été suffisamment solides pour éviter justement ces vols de nuit qui posent un gros problème si on parle d'aviation? Est-ce que c'est une question pour quelles raisons n'avançons-nous pas sur ce terrain-là? Je crois savoir que Roissy récupère des vols de nuit absolument importants, en tout cas par rapport à Londres. Et que c'est une espèce de déversoir, si je puis dire. C'est pas normal, ça. D'où vient le problème? Et c'est nos politiques qui sont inconscients du problème. Où est le problème? Est-ce que vous avez une réponse? C'est une question très, très, très directe. Oui? Allez-y. Je veux bien me lancer. Avant de répondre directement à cette question, il faudrait partir du diagnostic. Le diagnostic, quand on regarde le bruit des transports, Bruit Paris fait formel là-dessus, le bruit routier diminue légèrement, le bruit ferré diminue également, parce qu'on a des réponses, on est organisé, on sait financer des murs anti-bruit, etc., traiter des points noirs. En revanche, le bruit aérien augmente. C'est pour donner encore plus de valeur à votre question. Maintenant, j'essaye d'y répondre. Je pense que, concernant le bruit aérien, puisque là, vous faites un petit focus sur le bruit aérien, je pense que c'est une question de défaut de pilotage, puisque là, en l'occurrence, nous avons, et je vais prendre un exemple, sur le bruit aérien, vous savez que l'Europe a établi une grille d'intervention en disant, mais écoutez, c'est le texte 2002 qui dit que, la directive 2002 qui dit que
il faut prévoir des PPBE, c'est-à-dire des plans de prévention du bruit dans l'environnement. Autrement dit, sur 5 ans, on va dire, bah, écoutez, voilà, il faut ceux qui commettent le bruit doivent envisager des trains de mesure sur 5 ans pour réduire ce bruit. Donc jusque-là, tout va bien. Et alors, une fois qu'on atterrit, si j'ose dire, lorsque nous atterrissons au niveau français, ça donne quoi? Ça donne, pour la région parisienne, puisque votre question ciblait plus particulièrement la région parisienne, eh bien, il y a la métropole du Grand Paris, 131 communes autour de Paris, qui est chargée de faire un PPBE, c'est-à-dire justement un plan à 5 ans pour envisager des mesures pour réduire le bruit. Bon, pour ce faire, on s'appuie sur Bruit Paris, fait tout. On fait un PPBE dans la métropole du Grand Paris. Et après, plus bas, à l'intérieur de cette métropole du Grand Paris, vous avez le département du Val-de-Marne. Alors, le département du Val-de-Marne, il a aussi l'obligation de faire son PPBE. Bon, lui aussi prévoit son train de mesure pour réduire le bruit. Donc, tout va bien. Et il s'avère que, à l'intérieur du département du Val-de-Marne, qui lui-même est à l'intérieur de la métropole du Grand Paris, vous avez l'aéroport d'Orly. Voilà, et c'est là qu'on se pose. Et donc, l'aéroport d'Orly, on pourrait s'attendre à ce que l'aéroport d'Orly, qui a une obligation de faire un PPBE, un plan de prévention du bruit dans l'environnement à 5 ans, eh bien que ce PPBE soit conforme à celui du Val-de-Marne, lui-même conforme à celui de la métropole. Bon, et que croyez-vous qu'il advint, étant donné que le PPBE de l'aéroport d'Orly est autonome, que c'est le préfet du Val-de-Marne lui-même terriblement cornaqué par la DGAC, eh bien, on arrive à une opposition complète avec les PPBE du dessus. Donc, on voit dans tout ça que l'État ne parle pas d'une seule voix. Et en ce sens, je rejoins un peu la préoccupation de Maître Lamorlette qui regrette ces plans de prévision qui permettent d'avancer sur 2 pas, sur 2 pieds, si j'ose dire, c'est-à-dire en même temps prévoir un développement ou un avenir du transport aérien, qui est tout à fait nécessaire, bien évidemment, mais en même temps arriver à gérer aussi la problématique des riverains. Et quelle plus belle occasion que ces plans de prévision du bruit à 5 ans que de faire converger ces 2 tendances pour essayer de trouver un juste équilibre et ne pas se trouver dans une situation aberrante qui est la situation très actuelle du PPBE d'Orly, où vous avez quoi? Où vous avez une branche de l'État qui prône un développement aéroportuaire, la DGAC avec son allié ADP. De l'autre côté, vous avez l'ARS qui prône une limitation du même trafic. Donc, autre service de l'État qui s'appuie sur l'ADEME, une structure étatique, qui s'appuie sur l'ACNUSA, qui est l'autorité de conseil de l'État. Bref, vous avez au sein même de l'État une partie de l'État qui s'impose à l'autre partie, le tout ne s'entendant pas, injonction contradictoire, et on pourrait se dire que tout ceci pourrait être arbitré par la population. Eh bien, même pas, puisque les PPBE votés par les conseillers départementaux du Val-de-Marne prévoient un certain dispositif en contradiction avec l'État, que la métropole à l'unanimité a adopté son PPBE qui prévoit par exemple une demi-heure de sommeil supplémentaire la nuit pour revenir à votre dispositif, et qu'on a le président du Sénat qui s'est positionné, toutes les associations qui vont dans le même sens. Donc vous voyez à quel point ce bruit est désorganisé. Et d'une part désorganisé et quelque part pas forcément prioritaire, d'après ce que j'ai compris. Madame la Présidente du tribunal, donc
de Bayonne, vous avez quelque chose à dire, je suis sûr, là-dessus. Ça vous question. fait réagir. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? C'est une très bonne question, parce que vous le voyez à travers ces échanges, effectivement, donc le magistrat judiciaire que je suis est un peu à côté de ces politiques-là, et le juge se garde bien de faire de la politique, comme chacun sait. Chacun doit rester dans son rôle. Donc c'est vrai que mon apport dans cette table ronde est peut-être simplement d'indiquer que, comme je l'ai pu le dire ce matin, donc nous intervenons par le biais des contentieux qui découlent de ces politiques publiques. Voilà les questions de responsabilité civile, de troubles anormaux de voisinage, je n'y reviendrai pas, et que donc nous essayons de maintenir un dialogue pour faire une sorte de retour de terrain auprès des instances publiques et des représentants de la société, quels qu'ils soient, pas simplement les élus, mais aussi les représentants des associations et autres, par le biais d'instances de dialogue que nous essayons de maintenir. Par exemple, dans nos audiences de rentrée, celle de Bayonne va se tenir vendredi prochain, où nous convions tous les représentants de la société. C'est un moment où nous rendons compte évidemment de notre action judiciaire, mais aussi où nous mettons en avant certaines problématiques. Et puis au travers d'instances de dialogue, alors bien souvent c'est le procureur qui est présent sur les comités locaux de prévention de la délinquance, parce que c'est lié aussi, bien sûr. Les infrastructures, c'est cause d'accidents, par exemple, de la circulation, problème de mobilité pour accéder à un logement proche de son lieu de travail, etc. Donc ce sont des problématiques que nous pouvons faire remonter et sur lesquelles nous pouvons échanger. Donc, l'action du judiciaire, je serai très modeste sur cette table ronde, mais en tout cas, notre action en matière de politique, ça sera plutôt de faire remonter un petit peu les questions de terrain et de montrer les difficultés que nous pouvons avoir d'appliquer certaines règles qui sont votées, ou tout simplement de faire remonter certains besoins du terrain. Enfin, voilà ce que je peux dire en propos introductifs. Peut-être après, on y reviendra. La question aussi que je vois justement sur cette remontée de terrain, c'est la question des contrôles. J'ai terminé ce matin en évoquant la police du bruit ou la police sonore, pour que certains m'ont soufflé comme autre appellation qui serait tout à fait intéressante. Se pose pour nous sur le terrain la question des contrôles, parce qu'il y a un véritable chiffre noir en matière de pollution sonore, si je peux prendre ce terme-là pour résumer un peu l'ensemble des problématiques du bruit. Et nous sommes conscients, nous magistrats, que nous traitons une infime partie en réalité de ces contentieux, et que bon nombre nous échappe, faute d'être dénoncés ou d'être prouvés suffisamment, de manière suffisante. Voilà. Une réaction à chaud comme ça, tout de suite, oui. Le micro peut venir jusqu'ici, ou c'est moi qui ai... Merci. Alors j'ai la chance d'habiter à la fois à Paris et à Villeneuve-le-Roi. Donc, ma question, c'est à propos du survol de Paris par les avions. Vous venez de nous expliquer ce que je savais déjà sur ADP, la DGAC. Donc la question toute bête, c'est est-ce qu'il reste de l'espoir? Parce que la situation a vraiment changé ces 2-3 dernières années, avec des survols de plus en plus importants. Donc on est à quelquefois 60-65 décibels, donc c'est quand même beaucoup. Donc je comprends bien ce que vous expliquez sur l'aspect politique, sur le poids économique d'ADP. Donc malgré tout, est-ce qu'il y en a un espoir? Qu'est-ce qui peut se passer? Comment ça peut évoluer? Merci. Alors, quelqu'un veut répondre? Oui, peut-être. Non, personne ne répond. Moi, oui, j'ai des choses à dire, mais je vais quand même dire une chose. Enfin, ce qui me paraît essentiel, et c'est l'intérêt de cette semaine du son de l'UNESCO aussi, c'est de faire avancer les choses aussi, c'est de trouver des solutions. Mais c'est aussi peut-être, et je vais insister là-dessus, sur c'est sur quoi on se bat depuis maintenant 20 ans, ce manque de prise de conscience aussi de ce problème-là. Donc, PBE, très bien, mais les gens ne savent pas très bien de quoi il s'agit. Ils n'ont pas compris, en fait, que quand on est dans le bruit, on est effectivement dans cette incapacité à réfléchir et à se concentrer, et aussi à vivre correctement et durablement aussi. Autrement dit, on n'a pas encore pris conscience que précisément cette enveloppe sonore durable, permanente, à laquelle
on fait référence là, et que l'on subit véritablement, a une incidence sur notre comportement et sur notre santé. Je crois qu'on n'a pas encore pris conscience de cela. Pourquoi j'ai cité Heathrow tout à l'heure? Parce qu'il se trouve qu'en Angleterre, on a 30% de musiciens, de gens qui jouent d'un instrument de musique. C'est intéressant de faire des ponts comme cela, parce qu'on est en Angleterre initié au sonore. C'est intéressant de le dire, et parce qu'on est soi-même impliqué dans la musique, parce que c'est naturel de jouer d'un instrument de musique. Chez nous, on est à 1%, voyez-vous. C'est intéressant de le dire aussi, ça. 1% de Français qui jouent d'un instrument de musique. Donc on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans ce problème, dans cette conscientisation du sonore. Et c'est en cela, effectivement, qu'il y a vraiment des avances à mettre en place sur ce terrain-là. Oui, un petit mot. Je laisserai évidemment le maire de Villeneuve répondre sur les infrastructures aéroportuaires. Je voudrais citer 2 exemples de la manière dont le bruit a pu être jugulé en lien avec les infrastructures. Néanmoins, avec les infrastructures. Le premier, c'est ce projet que la ville de Paris avait connu en 1989, qui était la couverture partielle du périphérique sur les arrondissements du 16e et du 17e arrondissement, sur 1,7 km. Le projet, il était intéressant parce que donc, évidemment, on sanctuarisait le bruit à l'intérieur du tunnel, avec des passagers précaires qui étaient les automobilistes et les camions. Se dégageait en contrepartie une problématique de concentration de pollution qu'il fallait rejeter par des cheminées d'extraction et de rejet avec des vents dominants, etc. Je passe les détails, mais en tout cas, c'était intéressant parce que c'était économiquement aussi attractif et équilibré dans la mesure où, sur la couverture du périphérique, on pouvait faire tout à la fois, bien sûr, des terrains de tennis, des éléments de sport, mais aussi des logements, des éléments constructifs avec une charge foncière, donc une valeur. Et donc le coût de ce tunnel, le coût de la construction de cette couverture d'infrastructures au profit de la population existante et de la population nouvelle qui aurait été drainée sur le sol artificiel, sur la couverture, avait un sens. De la même manière, à partir de la gare de Lyon, vous avez effectivement une ZAC, qui est la ZAC Paris-Est, gérée par la CMAS, une société d'économie mixte de la ville de Paris, qui couvre effectivement une partie des voies ferrées au fur et à mesure qu'elle arrive avec la ville de Paris, cet aménageur, la ville de Paris et la SNCF maintenant, ex-RFF, arrive à trouver effectivement des acheteurs de charges foncières, de parcelles artificielles, c'est-à-dire de couverture. La couverture des tunnels sert de parcelles artificielles pour des constructions qui sont au-dessus. Et du coup, évidemment, on peut dire que ça concentre les nuisances à l'intérieur du tunnel, oui, mais ça veut dire que tous ceux qui sont à l'extérieur profitent d'un calme un peu plus important par définition. Et il y a des solutions économiquement viables pour ce type d'aménagements qui sont coûteux. Alors évidemment, pour les aéroports, il faut trouver une autre solution, mais au moins pour cela, c'est, en tout cas sur la CMAS, la ZAC, donc dans le 13e arrondissement, ça fonctionne. Et je pense que d'ailleurs, ce qui était envisagé en 89 et qui n'a pas pu voir le jour pour des raisons de contentieux liées à un sujet totalement extérieur à la question du bruit et des nuisances, mais à la question d'un trop gros dosage des bureaux dans l'ouest parisien, pourrait tout à fait être envisagé pour un maire de Paris qui voudrait à la fois garder un peu l'esprit de Madame Hidalgo, c'est-à-dire pouvoir ne pas ouvrir tous les espaces à la voiture, mais en même temps garder quand même des espaces à la voiture tout en couvrant, et avec cette couverture, pouvoir créer des espaces nouveaux sur les quais bas de Seine. C'est tout à fait compatible. Je m'arrête là. Oui, merci. Donc moi je partage l'optimisme de Maître Lamorlette de manière générale sur les transports, puisque si je reprends ce que je disais tout à l'heure, nous avons progressé sur le domaine routier,
avec notamment de nouveaux revêtements, puisque la science progresse, et on évoquait les pneus, etc. Mais il y a les nouveaux revêtements routiers qui permettent de faire des économies de bruit. Hein, ça a été sur la 6, il y a eu un chantier. Voilà, on arrive à évoluer. La SNCF, et notamment SNCF Réseau, au sein de Bruit Parif, a toute une branche justement pour essayer d'améliorer les choses. Et on y arrive, plus les murs anti-bruit, on y arrive aussi. Alors pour l'aérien, c'est peut-être la pulpe dentaire, si j'ose dire. Là, on est dans la difficulté. Et pour autant, on peut considérer qu'avant 2002, c'était pire, puisqu'il n'y avait pas de directive européenne qui venait à notre secours. Et puis dire aussi que malgré tout, nous progressons, ne serait-ce que parce qu'on demande à ceux qui traînent les pieds de faire des plans de réduction du bruit. Alors dans un premier temps, ils retardent, ils ne font rien, et ils le font bien d'ailleurs, mais néanmoins, nous progressons parce qu'on les force à réfléchir, et à force de mettre le débat et le projecteur sur cette affaire, on oblige malgré tout les choses à bouger. Et puis nous sommes servis par certains éléments qui viennent aider le bruit. Eh bien, c'est la pollution de l'air pour l'aérien. Parce que si on prend simplement la focale du bruit, effectivement, on est un peu dépourvu parce qu'on n'a pas énormément d'attirail pour pouvoir faire progresser la cause. En revanche, il faut savoir que sur l'aérien, puisque votre question focalisait plutôt l'aérien, eh bien, il y a la problématique de la pollution de l'air. Et donc, quand on superpose les cartes de bruit faites par Bruit Parif et les cartes de pollution de l'air faites par Air Parif, on s'aperçoit, pas être non plus, voilà, vous l'avez deviné tous, qu'il y a une superposition qui s'opère. Et de ce fait, notamment servi par les nouvelles évaluations de l'OMS à travers ce qu'ils appellent le DELI, c'est un dispositif qui permet d'évaluer le nombre de jours, ou en tous les cas de mois, de vie en bonne santé perdue. Eh bien, l'un se cumulant à l'autre, eh bien, ça contribue à accélérer le dispositif, en tous les cas, à accélérer la prise de conscience. Et je suis persuadé qu'à la faveur de ces conjonctions, eh bien, nous pourrons faire évoluer les choses pour aller vers de nouveaux arbitrages. Mais évidemment, on va doucement, pas suffisamment vite. Mais comme chacun sait, faire du bruit ne fait pas de bien, mais faire le bien, ben, ça se fait sans bruit. Cela dit, j'ai cru entendre parler du fait que vous avez des établissements scolaires de référence aussi qui sont parfaitement isolés de l'extérieur et qui sont aussi innovateurs. Donc en fait, il y a aussi une lutte contre le bruit, mais qui donne droit effectivement à des établissements qui sont des établissements de référence, avec un traitement acoustique également qui va de pair. Donc là aussi, on peut dire qu'il y a une réaction chez vous, en tout cas, qui est plutôt positive. Si on veut être positif aussi, parce qu'on a toujours effectivement cette dimension-là. Vous vouliez intervenir? Oui, je voudrais dire que justement, il faut raisonner en co-bénéfice. Il ne faut pas viser en silo le travail sur le bruit et parallèlement le travail sur la pollution de l'air, etc. Mais en raisonnant en co-bénéfice, on voit bien qu'on arrive à avancer. Et c'est ce qui n'avait pas été fait justement dans le premier plan de prévention des bruits de l'environnement. On en a fait le bilan là, il y a quelques semaines à peine. L'argent n'a pas été dépensé entièrement. Ah. Voilà, parce que, comme le disait le maire de Villeneuve-le-Roi, voilà, on sait très bien ne rien faire, enfin, on tarde, on repousse, etc. Et donc, nous avons décidé de maintenir le budget à la même hauteur, ce qui est rare, et là, en posant une doctrine qui est l'approche par le sanitaire, qui est l'interconnaissance avec les partenaires gestionnaires, qui est la priorisation sur les quartiers qui ont la double ou la triple peine, pollution de l'air plus, pollution sonore plus, etc. Et aussi en se donnant une obligation de moyens. Donc voilà, en gardant les moyens à la même hauteur, parce qu'effectivement ça coûte cher et qu'on ne voit pas tout de suite les
bénéfices purs de la pollution sonore. En revanche, on peut voir plus vite les co-bénéfices sur l'accès au logement, sur l'accès à la mobilité, sur d'autres mobilités, etc. Donc c'est un ensemble. Et puis je voulais aussi revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, le retard à la prise de conscience, alors des décideurs peut-être, mais surtout de l'ensemble de la population. Parce qu'on veut dormir sans bruit d'avion au-dessus de la tête, mais on veut aussi prendre l'avion tous les 4 matins pour aller pour 3 fois rien en Écosse ou en Irlande. Voilà, de Bordeaux, c'est très facile et pas cher du tout. Et ça, évidemment, il faut savoir ce qu'on veut. À un moment aussi, il y a, voilà, la politique, c'est de gérer l'inévitable et d'éviter l'ingérable. Et on en est un peu là. Donc, comment faire accepter ou même désirer les choses nécessaires, comment les rendre possibles. C'est tout l'enjeu, justement, de l'éducation à la santé. Et pour prendre un exemple concret, j'ai fait réaliser donc, ce guide santé bordelais dans lequel j'ai inclus un chapitre bruit, qui est couplé avec le sommeil, avec l'échelle donc des décibels, mais en montrant justement que ce n'est pas une échelle linéaire, mais que de 10 en 10, on double et qu'on arrive très vite finalement non seulement à la fatigue, mais au risque de surdité. Voilà, c'est aussi une sensibilisation tout à fait générale de la population qui peut-être fera pression à son tour sur les décideurs à tous les niveaux, hein, local, mais aussi national, international, européen en tout cas, pour que les choses avancent plus vite. Mais je pense que tout est réuni finalement pour que les choses avancent plus vite. Dans ce même état d'esprit, on va présenter tout à l'heure ce que Éric Orsena appelle le décibellateur, qui est un indicateur de niveau qu'on va installer sur toutes les mairies de France, précisément pour, dans les rues, à l'extérieur dans les rues, à l'extérieur des bâtiments, et également sur les bâtiments d'audioprothèse, pour qu'on puisse enfin savoir quel est le niveau sonore auquel on est soumis. C'est important parce qu'on manque de concrétude aussi sur le sonore. Donc quand on le verra, effectivement, ce niveau, quand on apprendra à savoir ce que c'est qu'un décibel tout autant que ce que c'est qu'un degré Celsius, à ce moment-là, on aura aussi gagné quelque chose. Donc c'est un projet qu'on va vous présenter dans les minutes qui suivent. Peut-être juste si je peux intervenir par rapport pour réagir à ce qui vient d'être dit. Je vous indiquais donc qu'au niveau judiciaire, nous, notre activité est impactée par les politiques publiques qui sont menées. Et une qui est très intéressante, qui va tout à fait dans le sens de ce qui se fait à Bordeaux et ailleurs, c'est donc dans la ville de Biarritz. Alors, ville de Biarritz où il y a un aéroport, j'en parlais en aparté tout à l'heure, j'ai pas connaissance, en tout cas au niveau judiciaire, qu'il y ait des contentieux particuliers. J'ai plus l'impression que cet aéroport est un enjeu économique plus important que les nuisances sonores qu'il peut causer. Mais par contre, la maire de Biarritz avait lancé, puisque Biarritz a une activité touristique très importante, et après le confinement de 2020 et du Covid, il y a eu un afflux très important sur le Pays Basque et en particulier à Biarritz de touristes qui ont causé des nuisances sonores importantes et des tensions importantes du coup entre les locaux et les touristes. Et ça a donné lieu donc aux assises de la tranquillité qui a été menée en 2022. Et ça s'est terminé donc par une charte qui a été signée en 2023 pour finalement définir non seulement des zones piétonnières, donc là un peu dans le même esprit que ce que vous faites sur Bordeaux, mais aussi conclure un accord avec les exploitants d'établissements de nuit. Et ce matin, je parlais justement des contentieux que je peux avoir moi en tant que juge des référés sur le bruit causé par les bars-restaurants, et je ne parle même pas des discothèques et voilà, pour faire en sorte que entre les exploitants de ces établissements et entre les élus et avec des représentants de la société, puisse être trouvé un accord finalement sur des nuisances qui soient acceptables par tous et qui puissent limiter les saisines judiciaires. C'est là où je voulais en venir. Voilà. Très juste, merci pour cette intervention. Un petit mot pour rebondir à ce que Madame la Présidente vient de dire, c'est-à-dire une coordination, une cohérence à définir. On a parlé ce matin d'un empilement des normes. À mes étudiants, je parle de millefeuilles, de pyramides, tellement il y a de normes dans tous les sens. Il y a les normes d'urbanisme et il y a les normes thématiques qui ne sont pas dans le code de l'urbanisme et qui se rajoutent de manière parallèle à celle de l'urbanisme. Par exemple, quand on pense à un schéma ou un plan qui viendrait traiter de la thématique du bruit, au lieu d'avoir un outil comme ça thématique, et puis un autre outil pour l'air, et puis un autre outil pour, je ne sais pas, les pollutions ou les espaces verts et boisés, etc. Il me semble quand même que dans cette... ça fait plus de 20 ans que le Conseil d'État... Alors le Conseil d'État, je crois,
patron du juridique de la SNCF n'est peut-être pas là cet après-midi, mais je me souviens qu'avec André Holot, qui était vice-président du Conseil régional d'Île-de-France sous l'étiquette écologiste, il me disait que, tu vois, un jour, il faudra que l'on réduise cette pyramide de normes. Cette pyramide de normes, elle a empiré. C'était en 99-2000. Il y avait un rapport à la documentation française comme résultat de cette réflexion du Conseil d'État. Et on se retrouve plus de 25 ans après au même point. Je pense qu'il est temps que les politiques acceptent de ne pas laisser leur nom sur des schémas, sur des lois évidemment, mais même sur des décrets, des schémas ou autres, et qu'on ait des vrais sachants thématiques avec des commissions, et que par exemple quand la métropole ou quand la région Île-de-France, avec le SDRIF, le schéma régional, le schéma directeur régional d'Île-de-France, et bien que ces commissions thématiques se réunissent et qu'elles aboutissent à une synthèse, que ces synthèses soient elles-mêmes synthétisées au niveau des thématiques pour avoir une cohérence, ce qui nous évite 3 écueils. Un, l'écueil de l'étalement dans le temps de tous ces outils qui vont apparaître, un en 2025, l'autre en 2026, le troisième en 2028 et encore. Bon. Ensuite, les divergences politiques qui sont évidentes, malheureusement, parce que chacun veut mettre sa patte et avoir une dominante sur les documents qui, objectivement, évidemment, sont là pour protéger la population. Et puis, troisièmement, pour qu'il y ait une unicité, en tout cas le moins grand nombre de documents, et que ce nombre de documents restreints fasse à un moment donné une synthèse sur l'ensemble des thématiques, ce que disait Didier Gonzalez à l'instant, c'est-à-dire que là où il y a de la pollution, comme par hasard, il y a effectivement des nuisances sonores. Pourquoi on a besoin de 2 schémas pour exprimer ça, alors que c'est convergent avec des niveaux d'adoption, d'élaboration, de décision différents. Donc on a des voies, si on veut les mettre en œuvre, on a des voies politiques et juridiques et techniques qui fonctionnent. Un tout petit mot en clin d'œil sur votre propos qui était de dire tout à l'heure, un tout petit peu en marge des infras, mais les pauvres avec du bruit, les moins pauvres sans bruit. Oui, vous avez raison. Quand cette appréciation, quand cette grille de lecture coïncide avec la grille de lecture sur la densité, c'est vrai que, évidemment, dans les quartiers où il y a des parcelles de 400, 500 mètres carrés avec des maisons, évidemment, on va pouvoir amortir le bruit un peu mieux que quand on est sur plusieurs cages d'escalier. Néanmoins, ne croyez pas que j'ai un côté provocateur, quoique, mais c'est que de temps en temps, la spéculation immobilière peut être un facteur très intéressant pour évincer le bruit. Parce que regardez toutes ces communes en Île-de-France, première, deuxième couronne, où il y avait des industries, où il y avait de la pollution, où il y avait des transports de camions qui venaient charger, décharger, etc. Eh bien, la spéculation immobilière a chassé tout ça à l'extérieur, a modifié l'usage et l'organisation de ces entreprises. Et pour faire quoi? Pour fabriquer du logement, et à l'intérieur du logement social. Donc, la spéculation peut chasser le bruit aussi. Oui, j'en suis persuadé, mais je pense qu'il peut y avoir... Là, je ne suis pas sûr que ce soit un acte volontaire, si je puis dire. Autrement dit, personne ne s'était posé la question des retombées que cela pouvait avoir. Est-ce que je me trompe? Pardon, excusez-moi. Votre indication est intéressante, votre remarque est intéressante. Oui. Mais est-ce qu'on avait pris conscience, précisément, des implications sur le plan sonore au moment où on a restructuré justement ces lieux? Peut-être pas, parce qu'on a repoussé les nuisances, notamment celle-ci. Bon, voilà. Oui. Notamment celle-ci. Elle n'est pas exclusive, bien sûr. Est-ce que la verticalité des cités, par exemple, effectivement, n'est pas aussi un problème par rapport... Alors ça, écoutez, c'est un vrai sujet que la France n'a absolument pas... Alors, quand je dis la France, c'est les urbanistes, les architectes, même les décideurs politiques. Regardez l'exemple, je crois, dans le 15e arrondissement, où il y avait la tour Cristal, ou la tour, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui a été plombée par je ne sais combien de recours. On a une vision à l'ancienne, un peu romantique. En tout cas, on n'a pas choisi, on n'a pas fait un choix déterminé. Encore une fois, quand vous allez à Londres, vous voyez des tours, et des tours quelquefois qui sont très proches de monuments historiques, qui sont certainement classés, en tout cas qui ont un intérêt historique. Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose. À Berlin, pareil. Et du coup, il y a vraiment un choix. C'est-à-dire que si nous ne choisissons pas, c'est ce qu'on a fait pour l'instant, et ne pas choisir, c'est déjà choisir. Si nous ne choisissons pas l'urbanisme vertical,
c'est un choix, ça veut dire que nous sommes dans l'étalement. Et si nous sommes dans l'étalement, nous sommes dans l'imperméabilisation des surfaces. Hein, bon, alors on est déjà dans les centres-villes, dans les centres urbains, mais ça renforce cela en étalement. Et à un moment donné, et on le sait bien, on manque d'espace. Donc on va... C'était déjà la loi Guesso, SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000. Il faut reconstruire la ville sur la ville. Ben, on ne l'a toujours pas fait, c'est 2000. Là aussi, 25 ans de non-choix. Maintenant, si on parlait plutôt que de bruit, si on parlait de plaisir, et de plaisir sonore justement, et si on renversait la vapeur, et si on se disait aujourd'hui que les villes de demain seraient des villes de plaisir, donc est-ce que ça ne changerait pas la donne aussi? Est-ce que si on mettait précisément le sonore dans sa juste place, qui est celui du bonheur finalement, de savoir écouter l'autre, de savoir se parler, de savoir écouter, on parlait tout à l'heure des oiseaux qu'on a pu entendre durant le Covid, si on avait cette attitude-là, est-ce que ça ne changerait pas un peu les choses? Alors, un exemple de bruit-plaisir, on en avait, je crois, parlé pour préparer cette journée. Ouais. Nous sommes à côté de Bordeaux, il y a un parc nautique. Quand les enfants ou les adultes, d'ailleurs, descendent de 12 mètres d'un toboggan nautique dans l'eau, il y a le bruit de l'eau et du choc, un choc plaisir. Hein. Et puis il y a les cris parce qu'on se fait peur, et puis comme voilà, la foire du trône ou autre. Bon, donc c'est un bruit-plaisir. C'est un bruit-plaisir pour certains. Les riverains se sont mobilisés en l'espèce. Hein. Nous sommes sur la commune de Mérignac, merci. Et la commune de Mérignac, les riverains n'ont pas du tout estimé que c'était un bruit-plaisir pour eux, évidemment. Et donc, il y a eu confrontation d'appréciation du bruit. Et les uns, c'était du bruit de nuisance et les autres, c'était du bruit-plaisir. Alors, heureusement, l'opérateur, les collectivités publiques ont été intelligentes. Elles ont réorienté le toboggan pour que le sens de la descente du toboggan essaye par ce geste-là, on a essayé, le maître d'ouvrage a essayé de limiter le bruit. Voilà. Hein. Mais voilà. Une intervention? Rajouter sous l'angle du pôle régional environnemental que je représente aussi, oui. Puisque donc sur la cour d'appel de Pau, c'est Bayonne qui est pôle régional environnemental, donc avec une compétence en matière environnementale exclusive ou concurrente en fonction des dossiers. Je rappelle l'article 6 que j'avais relevé pour essayer quand même d'apporter ma pierre à cette table ronde sur les politiques publiques. L'article 6 de la charte de l'environnement, dont on a déjà parlé ce matin, et qui est intégré au code de l'environnement et qui rappelle que les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elle concilie la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Alors, c'est pour ça que quand vous parlez du bruit plaisir, effectivement, dans la zone touristique, là aussi, que représente le Pays Basque, avec le plaisir d'aller sur l'eau, mais aussi le danger que le son que ça provoque sur l'eau, donc je pense par exemple au jet ski, par exemple, et puis après je pense aussi à l'activité économique. On est peut-être moins dans le bruit plaisir, là on est plus dans le bruit source d'emploi et d'alimentation. Mais en tout cas, pour la faune qui a besoin de silence pour se reproduire et pour vivre paisiblement, pour les habitats, eh bien le bruit plaisir peut venir en contradiction, et là effectivement le juge judiciaire va reprendre son rôle pour vérifier que le juste équilibre est bien respecté, et que même si telle activité de loisir est autorisée, eh bien elle ne vient pas contrevenir à la survie d'une espèce, en particulier si c'est une espèce protégée. Parfaitement raison. Voilà. Ce qui a bien marché, justement, à cet égard, ce qui a bien marché, c'est le contrôle à la fois par le juge administratif et le juge judiciaire des circuits de quad et autres motos tout-terrain, etc. Il y a eu à un moment donné un engouement, plutôt évidemment dans la moitié sud de la France, avec des autorisations administratives multiples que les initiateurs avaient réussi à se procurer. Et là, il y a eu quand même une mobilisation des riverains par des associations et des voisins. Et il y a eu des recours et il y a eu des actions judiciaires également. Et ça a été bien contenu, essentiellement pour des raisons de nuisance sonore, bien sûr. Nous, on se bat d'année en année sur cette... Je te donne la parole juste après. On se bat vraiment sur cette notion fondamentale du plaisir et d'un changement de paradigme. Pour tout vous dire, il faut arriver aujourd'hui à se mettre le sonore en amont du visuel, en amont de ce qui va se construire. Et je crois qu'en donnant des cours d'ailleurs dans plusieurs écoles d'architecture, on voit bien que ces jeunes auxquels on s'adresse
ont du mal à le comprendre, ça. C'est-à-dire qu'on leur dit quoi, finalement? On leur dit, écoutez, on va vous faire un cours d'acoustique. Alors, dire, acoustique, encore un truc qui va nous plomber et qui va nous mettre encore des bâtons dans les roues dans tout ce que on va nous apprendre, encore une fois. Ça va avec le thermique, ça va avec tout le reste. Enfin. Donc, on rajoute, en fait, déjà aux problématiques de construction, d'autres problématiques. Et si on leur disait que le sonore était, au contraire, une étape fondamentale vers ce visuel et cette construction qui est indispensable, évidemment, mais que penser d'abord sonore leur permettrait tout de suite de penser la bonne structure architecturale. Vous voyez, c'est un peu cela qui est envisagé, qui est dit dans ce que notre discours onusien, là, du coup, et c'est en cela qu'on essaye de fonctionner dans cette direction. Car si on travaille à l'envers, c'est comme dans un film. J'en parlais l'autre jour avec Costa Gavra. Je veux dire, un film, c'est d'abord un son. Et derrière le son, il y a l'image. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, on fonctionne tous comme ça. On entend d'abord et on porte son regard sur ce qu'on vient d'entendre. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand on a vu quelque chose, on ne revient pas sur le sonore. C'est trop tard. Le visuel ne développe pas le son. C'est pas possible. C'est le son qui développe le visuel. J'entends une voiture passer et j'ai une écoute à 360 degrés et je tourne la tête. J'ai une vision quand même à 60 degrés, là où j'ai une écoute à 360 degrés. C'est quand même intéressant de le dire, ça. Et voilà. Et si on changeait de paradigme, voilà, c'est ça. Donc on essaye, nous, à notre échelle, quand on peut intervenir auprès des jeunes, leur dire, changez les choses, voyez différemment, pensez que le sonore est un truc vachement important et terriblement relaxant et fondamental pour mieux voir le monde, pour mieux le voir. On voit beaucoup mieux quand on entend bien et quand on entend dans de bonnes conditions. Oui, bonsoir, Jean-José Vanek de la Semaine du Son. Mais ce n'est pas au titre de la Semaine du Son que je vous interroge, bien que il se trouve que j'enseigne au CESI de Nanterre, donc dans un master de spécialité, tout ce qui est effectivement génie civil, construction durable, et on travaille beaucoup sur les écoquartiers. Et le problème, j'ai l'impression que quand on prend les 20 critères écoquartiers, la notion de son n'apparaît nulle part. Est-ce que, à moins qu'il y ait un changement, rassurez-nous. Alors, deux éléments de réponse à votre observation qui est très intéressante. La première, c'est qu'il n'y a pas de définition juridique d'un écoquartier. Donc demain, je suis élu, je peux baptiser un vaste programme d'aménagement d'écoquartier. Personne ne va me démentir, juridiquement en tout cas. Voilà, ça c'est le premier point. Et c'est vrai que les écoquartiers, du coup, se sont multipliés. Il n'y a pas de définition juridique. Deuxième point qui est important, on n'en a pas parlé ni ce matin ni cet après-midi, c'est que quand on est sur des écoquartiers, on est sur des requalifications ou des créations de quartiers nouveaux, de quartiers, un quartier ou voire plusieurs quartiers. Donc on est sur de vastes opérations d'aménagement. Or, il y a un document qui est très intéressant dans ces opérations d'aménagement, qui est ce qu'on appelle l'étude d'impact. L'étude d'impact, c'est une application de la loi de 76 sur la protection de la nature et de son décret de 77. Ce décret de 77, il a été très lourdement renforcé d'année en année, enfin, jusqu'à aujourd'hui, de sorte que la nomenclature d'une étude d'impact aujourd'hui, c'est vraiment tous les impacts générés par l'arrivée d'un écoquartier sur la circulation, sur le bruit, sur l'air, sur la pollution, sur la chalandise, sur la protection des espèces végétales ou animales existantes, leur maintien, l'agrandissement d'espaces végétaux déjà existants, etc. Ces études d'impact, elles sont très importantes parce qu'elles sont élaborées en général sous la conduite du maître d'ouvrage de ces écoquartiers. Ça peut être un aménageur, par exemple, si on est en ZAC ou pas en ZAC, peu importe. Et donc, il va aller chercher des bureaux d'études spécialisés, spécialistes comme vous, du son, spécialistes de la pollution, spécialistes de l'air, pour développer à l'intérieur de ce gros paquet, de ce gros dossier qui est une étude d'impact maintenant en digital, sur toutes ces problématiques. Et cette étude d'impact va être soumise à la population, soit, je fais vite, soit sous forme de concertation préalable, soit sous forme d'enquête publique. En tout cas, c'est quelque chose qui va être soumis à la lecture, à l'appréciation de la population. Ensuite, il y aura un bilan de tiré de tout cela. Bon. Et c'est vrai que le juge administratif est excessivement pointilleux sur le contenu
de ces études d'impact. Quelquefois, il manque un demi-chapitre sur toute une nomenclature. Il considère que l'étude d'impact donc n'est pas légale, n'est pas complète, et en tant qu'elle n'est pas complète, elle n'a pas permis aux administrés qui auraient pu la consulter de se faire une idée précise, vous voyez, ou jusqu'où ça va, une idée précise des impacts, donc des caractéristiques du projet d'écoquartier, malgré le label éco quelque chose. Voilà. Donc, et donc ça, c'est clair que depuis une quinzaine d'années, on a, monsieur le maire de Villeneuve-le-Roi le sait par ailleurs sur les documents d'urbanisme, cette fois-ci, là je parlais des opérations d'aménagement, on a des modes, entre guillemets, à droit constant, on a des modes chez certaines juridictions administratives ou judiciaires. Eh bien, depuis une quinzaine d'années, c'est la mode d'aller regarder le contenu de ces études d'impact. Nous le savons, nous qui faisons des audits de dossiers d'études d'impact, ou bien c'est d'aller voir les évaluations environnementales. C'est à peu près l'équivalent sur les documents d'urbanisme. Et à l'intérieur de tout ça, il y a une part que l'on peut généreusement apporter, je veux dire complètement apporter, sur les impacts sonores. Intéressant, très intéressant. Oui, une intervention. Je voudrais savoir si, à votre connaissance, les compagnies aériennes se penchent sur tous ces sujets-là, à savoir diminution du bruit et diminution de la consommation de carburant, etc. Avant de répondre, je voulais reparler des écoquartiers, si vous permettez. Oui, parce que c'est effectivement une dimension qui nous tient à cœur à Bordeaux. On dispose de guides de bonne pratique. On est aussi allé voir d'autres villes comme Lille ou comme Strasbourg sur ce qui se fait en écoquartier, effectivement avec certains guillemets, puisque c'est assez flou comme notion. Et nous avons comme outil, par exemple, le guide Musagora qui préside aux bonnes règles d'urbanisme et de construction de nouveaux projets. Et également, nous avons élaboré à Bordeaux un label frugal bordelais. Alors, label frugal bordelais, évidemment, avec des connotations écologistes très fortes en économie des ressources, économie d'énergie, économie d'émissions de CO2, etc., mais aussi en bien vivre. Parce que voilà, l'idée c'est de faire une ville à bien vivre, et dans l'écoquartier il y a cette notion de bien-être sonore également, y compris lorsqu'on est construit dans des zones un peu délaissées qui par exemple sont adossées à la rocade, enfin voilà, des zones encore une fois qui sont socialement défavorisées. Il y a des moyens, et là les architectes, les urbanistes travaillent vraiment dans la dentelle pour combiner les espaces de la manière la plus optimale en ce qui concerne la tranquillité et le bruit, tout en ménageant une socialité intergénérationnelle notamment. Je pense à un quartier qui vraiment longe une voie, une pénétrante qui est très forte circulation, surtout aux heures de pointe. Et on a mis de ce côté-là les garages à vélo, et on a retranché en cœur de quartier l'école, la crèche et la résidence senior. Et donc, avec quelques logements étudiants aussi. Donc, on a à ce moment-là planté tout ça, aménagé des voies piétonnes. Enfin, voilà, il y a toute une réflexion, effectivement, sur cette notion d'écoquartier qui intègre les études d'impact sur la santé. Mais ça, on ne le fait pas systématiquement parce que ça représente un surcoût. Du moins, on l'analyse encore en termes de surcoût et non pas d'investissement qui rapporterait en économie de santé et en économie sociale, bien sûr. Voilà, tous ces outils existent, mais ils ne sont pas suffisamment encore développés. Pour ce qui est de l'aspect aéroportuaire, alors, il se trouve qu'ADP n'a pas voulu participer à cette table ronde. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, madame. Les réponses sont compliquées. Je pense qu'on est dans un monde assez compliqué à ce niveau-là. Je crois que vous l'avez bien exprimé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Non, juste une question. Enfin, c'est un peu une boîte de Pandore, mais on parle en permanence de la rénovation thermique des bâtiments. C'est un vieux sujet. On sait que l'enjeu est absolument énorme et on n'avance pas. Avec la rénovation thermique viendrait la rénovation sonore. Si on équipe un logement de double fenêtre, à la fois on économise de l'énergie et on est nettement moins sensible aux bruits environnement. Évidemment, ce n'est pas la meilleure solution, puisque la meilleure solution consiste à éviter la création de ces bruits. Mais tout de même, on est mieux dans une maison
avec des doubles fenêtres s'il y a du bruit dehors que dans une maison qui est mal isolée. Donc il y a une espèce de conjonction, de convergence des luttes, je dirais, entre la qualité sonore des logements et la qualité thermique. Et c'est un peu dommage qu'on ne s'en serve pas davantage. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à gagner pour tout le monde à isoler thermiquement et phoniquement les logements qui ne le sont pas aujourd'hui. C'est pas si simple. Oui, allez-y. Oui, je regardais s'il n'y avait pas Saint-Gobain comme oui. mécène. Si, ils sont mécènes, ils sont partenaires, absolument, oui. Je peux réagir par rapport à ça, oui. Puisque là, on rentre finalement dans le contentieux civil lié au baux d'habitation. Oui. Et effectivement, c'est un contentieux assez important que nous avons effectivement sur l'isolation thermique et phonique. Et alors, tout à l'heure, on évoquait le coût social du bruit. Et j'avais noté que ce coût social donc, avait une partie quand même non négligeable qui provenait aussi des troubles du voisinage, des troubles anormaux de voisinage, avec 18% qui concernaient cela. Et sur ces 18%, je n'ai pas plus le détail que ça, mais en tout cas, sur le terrain judiciaire, effectivement, c'est bien souvent donc des locataires qui se retournent vers leurs propriétaires, lesquels se retournent vers les constructeurs, et lesquels se retournent vers le syndic de copropriété. Bon, voilà, mais on a des belles affaires comme ça où chacun se renvoie la balle. Mais en tout cas, le problème de départ, effectivement, c'est des appartements qui sont mal isolés, voilà, en termes de chauffage ou en termes de son. Ouais. Alors, moi, je veux dire une chose quand même en tant qu'expert, c'est qu'on a aussi des aventures qui sont assez catastrophiques de ce point de vue-là, car le thermique ne va pas toujours de pair avec l'acoustique, pour tout vous dire. Tout simplement parce que, précisément, pour des raisons thermiques, et c'est tout à fait juste, Thierry, de considérer qu'on pourrait isoler, justement, s'isoler un peu plus de l'extérieur sur un plan thermique, sur un plan acoustique. Mais si on sait, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on le fait d'ailleurs, et on met des doubles vitrages, voire des triples vitrages maintenant sur beaucoup de fenêtres actuelles qui sont réalisées sur des bâtiments 2024, donc largement post-2000. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve avec des problématiques de liaison solidienne et aérienne entre appartements. Autrement dit, quand on s'isole de l'extérieur, on découvre son voisin du dessus ou du dessous. Donc il faut faire attention à cela. C'est une notion très importante. Et on a aujourd'hui des référés considérables dans ce secteur d'activité. Tout simplement parce qu'effectivement, on s'est trop isolé vis-à-vis de l'extérieur. Alors, on a un très joli jardin avec des oiseaux, etc. Et on les entend plus, les oiseaux. On n'entend plus rien d'ailleurs. On arrive à 19 décibels. On va voir ce que c'est qu'un décibel tout à l'heure. Mais 19 décibels, qui est absolument, c'est plus bas qu'un niveau de studio d'enregistrement. C'est hallucinant quand même, quoi. Et du coup, le moindre bruit, effectivement, qui est de chasse d'eau, je ne sais quoi, évidemment, est entendu forcément. Et derrière, la législation, précisément, ne suit pas. Là, du coup, et on a des normes d'isolation, enfin des législations qui ne nous assurent pas l'isolement suffisant, tant sur le plan aérien que sur le plan solidien. Donc, attention à cet isolement vis-à-vis de l'extérieur. Voilà. Juste un propos qui peut se décliner sur les terrains administratifs, judiciaires, de droit privé et de droit pénal. On a toujours, dans certains PLU, le PLU de Paris notamment, on ne peut pas altérer de manière substantielle à l'éclairement des pièces principales. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de droit à un minimum de clarté pour éclairer des pièces de vie. On pourrait très bien réfléchir à décalquer ce sujet-là sur le terrain sonore. Ça pourrait tout à fait s'écrire de manière assez simple. Si c'était le cas, ça voudrait dire plusieurs choses. Ça voudrait dire que déjà, les travaux surexistants ou des travaux de construction nouvelle ne pourraient pas conduire à remettre en cause substantiellement un droit à la quiétude, par exemple. J'utilise ce terme volontairement qui est un peu attrape-tout, mais voilà. Deuxièmement, ça veut dire que si des travaux étaient faits en douce, c'est-à-dire de manière illégale, eh bien on serait sur le terrain pénal, c'est-à-dire on serait sur une infraction. Troisième point, si ce non-respect de cette règle aboutissait à un préjudice d'un voisin, eh bien il pourrait sur le terrain civil rechercher la responsabilité de l'impétrant. Donc voilà. Alors je ne suis pas pour rajouter toujours des sanctions et des droits qu'on n'arriverait pas à mettre en œuvre, ou trop théoriques, trop désincarnés.
j'entendais, enfin, vous rappeliez tout à l'heure la charte sur l'environnement. On l'a très rarement parce que indépendance des législations, parce que normes trop théoriques, parce que, etc. Enfin, c'est très difficile à appliquer, en tout cas sur le terrain, je dirais, immobilier, générateur dans l'organisation de l'espace de nuisances sonores. Hein, mais ça existe, mais bon, il a fallu 20 ans pour que le premier article du Code de l'urbanisme soit appliqué par le Conseil d'État, qui zappait dessus en considérant que c'était des grands principes, c'est vrai, et que ça n'était pas applicable. Mais vous voyez, ça, c'est une mesure relativement simple. Ça fait une ou deux phrases dans un PLU. On peut le décliner avec tout un tas de sanctions sur lesquelles les magistrats, notamment judiciaires, pourraient ensuite s'appuyer pour aussi constater que ce qui a été fait, entraînant objectivement ces conséquences-là, il y a lieu de sanctionner voilà, celui qui n'a pas respecté la règle. Absolument, absolument. Nous n'avons pas parlé des places publiques, par exemple. Tiens, c'est intéressant, ça, c'est un secteur à risque aussi. Les places publiques où les gens sont assis sur un banc dans un bruit épouvantable, sans pouvoir se parler. Ça existe aussi. Ou les quais de Seine, le soir. Par exemple, les quais de Seine. Mais ce sont encore des lieux où on peut parce se parler. Parce que ce sont des espaces de convivialité. Alors, c'est difficile d'appliquer un droit de police sur des espaces de convivialité. Est-ce que la place de la République est un lieu de convivialité, par exemple? Alors, c'est un lieu qui peut être de convivialité ou à l'opposé, en tout cas entouré de voitures. Parce qu'il y a des bancs je vous assure qu'il y a des bancs sur la place de la République, mais qui ne servent à rien. C'est l'heure qui vous fait évoluer entre le plaisir et la difficulté pour le voisinage. En fait, tout ça relève de la police du maire et on rencontre des difficultés à faire appliquer. Puisque par définition, les mairies sont pas forcément, en tous les cas les polices municipales qui sont à l'œuvre, sont pas forcément équipées de sonomètres pour établir les choses, et que souvent ça se fait à la feuille, quoi, si j'ose dire, sur la base d'un ressenti, et donc après on rentre dans le champ des difficultés, des palabres diverses et variées, et sauf quand vraiment ça a un caractère extraordinaire, là ça peut être sanctionné, mais franchement c'est pas le plus souvent, et la plupart du temps on a recours à d'autres systèmes, soit il y a un petit trafic de drogue et c'est quand même beaucoup plus solide, soit on a des usurpations diverses et variées, des trafics annexes, et c'est quand même beaucoup plus solide juridiquement que de partir sur un bruit intempestif. J'aime votre franchise, Didier. Oui, peut-être juste pour confirmer, effectivement, en préparant cette intervention, cette journée, j'ai interrogé mon collègue du parquet sur les nuisances sonores et comment ça se traduisait. Et en fait, effectivement, donc ce matin, je vous disais que les nuisances sonores pures, les tapages nocturnes et autres, étaient souvent traités donc, par le biais d'une médiation, d'une conciliation. Et l'autre façon de traiter ces nuisances sonores, en réalité, c'est de caractériser les infractions qui y sont associées. On parlait de la superposition entre pollution de l'air, pollution sonore, mais on pourrait parler aussi de la superposition entre nuisances sonores et maltraitance animale, violence, trafic de stupéfiants, qui sont effectivement bien souvent liés. Voilà, qui est peut-être aussi le fait d'une densité de population et qui dit rassemblement, dit affaires en tout genre, légales ou illégales. Bon, en tout cas, effectivement, c'est une réalité de terrain. Sur le plan pénal, effectivement, c'est bien souvent comme ça qu'on arrive à répondre à ces questions-là. Voilà, nous arrivons au terme de ce débat. Et comme il se doit, par tradition, depuis ce matin, je demande à chacun un petit mot de conclusion, tout simplement, sur ce qui vient d'être dit. Quelque chose qui, sans résumer quoi que ce soit, en tout cas qui puisse être du fond du cœur exprimé sur ce thème qui est celui de l'infrastructure urbaine sonore. Alors je vous laisse, chacun d'entre vous. Dans le désordre. Bien, alors en conclusion, c'est un message d'espoir, parce que pendant très très longtemps, on a opposé l'économie au confort, à la santé. Et donc, on rencontrait, en fait, on était sur un champ de langage de sourds, pour rester dans la thématique. Et donc, de tout ceci, on avait du mal à sortir.
Et en fait, à partir du moment où nous avons placé le bruit dans le champ économique, à travers l'évaluation du coût sanitaire et social du bruit, les choses deviennent comparables. Et à ce moment-là, il m'a semblé que on en est encore au début de ces appréciations à travers justement ces PPBE, instances de discussion, etc., où de manière générale, on commence à faire valoir ces éléments et qui d'ailleurs fragilisent considérablement les tenants du lobby du bruit, si j'ose dire, même s'il est divers, parce que pour le coup, nous sommes dans le champ d'évaluation et pour le coup, nous pouvons parler de valeurs communes et ainsi faire progresser le fait de combattre le bruit et donc le volet sanitaire. Voilà. En tout cas, le sondage d'OpinionWay qui vient d'être réalisé pour la semaine du son vous donne entièrement raison, là, du coup. Prise de conscience incroyable. Moi, je dirais que c'est une question d'acculturation et qu'on est sur la bonne voie, parce que, justement, on commence à partager entre gestionnaires, partenaires, population, intérêt particulier et intérêt général. Voilà, on commence à mieux se comprendre, à mieux s'entendre, à mieux pouvoir dialoguer, et tout ça adossé, bien sûr, aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Alors, moi, j'ai envie de terminer par un exemple qui est tout récent, que j'ai vu dans le Calvados. On est juste à côté d'une gare, un immeuble, 12 logements qui se construisent en ce moment. Il y a 1 mètre de recul par rapport à une départementale, 1 mètre ou 2 mètres de recul par rapport à une voie ferrée. Il y a 3 voies ferrées. On est sur une commune du Calvados. Je me dis, mais est-ce que c'est encore possible? Pourquoi c'est encore possible ça aujourd'hui? C'est surprenant. Alors, entre cet exemple-là et puis le respect de la quiétude, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on ait une quiétude punitive, comme on a quelquefois une écologie punitive, et donc ça fait peur aux administrés parce qu'ils ne savent pas comment ça va s'interpréter. Il faut trouver un milieu et surtout dans une simplification juridique qui permette effectivement de mettre en œuvre ces éléments qualitatifs. Merci, maître. Et on termine avec Madame la Présidente. Simplement peut-être pour dire que on a vu que le son finalement ça rejoint les pollutions sonores, ça a un impact sur la santé, ça a un impact sur l'environnement, ça a un impact sur le logement, sur les mobilités, donc ça touche finalement tous les contentieux judiciaires et administratifs. Bon, moi je parle pour ma partie judiciaire et si ce matin j'ai parlé d'une véritable police du son qui permettrait d'effectuer des contrôles, cet après-midi peut-être par rapport à ces enjeux de politique publique, j'aurais envie de dire qu'il faudrait aussi mieux articuler l'action administrative et l'action judiciaire, l'action de police administrative, notamment celle des maires qui ont vocation à veiller à la tranquillité publique, et donc dans cette tranquillité publique, il y a effectivement les nuisances sonores, pour faire en sorte que, il y ait une compréhension globale, hein, vous parliez aussi de la compréhension de la loi et des normes, pour que ces normes soient bien intégrées, encore faut-il que nous montrions l'exemple et que nous ayons donc une action coordonnée qui ait du sens, et que donc quand la police administrative qui est à vocation préventive arrive à ses limites, elle signale, comme d'ailleurs l'article 40 du Code de procédure pénale impose, hein, à toute autorité de signaler des infractions qui ont un caractère pénal, de le signaler au procureur. Il faut faire en sorte que cette articulation se fasse de manière claire, lisible pour la société, pour faire en sorte que, on parlait d'acculturation tout à l'heure, pour faire en sorte que sur le plan administratif comme sur le plan judiciaire, nous parlions tous le même langage et que nous puissions faire passer au public cette notion de respect d'autrui qui passe par le respect du droit au calme, si on peut l'appeler ainsi, en tout cas de l'environnement en général, et donc le respect la non-évocation des nuisances sonores, c'est une façon de respecter autrui. Voilà.
Merci pour ces mots de conclusion. Merci à vous, tous les trois, pour les quatre, d'avoir été aussi pertinents et aussi lisibles, si je puis dire.